Bonjour à tous. Eh bien, nous allons démarrer. Donc, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire localisation, comment la géolocalisation indoor augmente votre productivité. Je suis Bruno Lizena, responsable produit des systèmes au sein de SIG France. Alors, pour que ce webinaire se déroule correctement, nous allons, pour avoir une fluidité au niveau de la présentation, nous permettrons de muter vos micros, désactiver les caméras également. Il y a une zone de chat qui est disponible afin que vous puissiez vous manifester, poser des questions et on y répondra donc en fin de session. Donc, vous avez donc reçu cette invitation où il y a beaucoup de sujets à traiter, hein. Donc, nous allons parler en effet de palettes, d'AGV, de données terrain, et puis nous allons essayer d'apporter des réponses au niveau d'une solution de localisation qui s'appelle le TagLoc. Donc, l'agenda va se décomposer en 4 points. Un bref aperçu de la société SIC, si vous ne la connaissez pas. Ensuite, nous parlerons de définir un système de localisation indoor. Qu'est-ce que c'est? Un aperçu du système TagLoc de SIC. La localisation à travers différents exemples. On verra également les bénéfices, les avantages, le retour sur investissement. Et puis, à la fin, des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà au cours de la présentation dans le chat. Donc, on commence par SIC. SIC a été fondé par Erwin Sick, qui est donc en fait le fondateur, en 1946. Donc, il a créé SIC dans un petit hangar, hein, on va dire, dans son garage. C'est avec comme objectif la sécurité, la protection de l'environnement. Erwin Sick est un docteur et un spécialiste autour du comportement de la lumière. Il est à l'origine en fait de la première cellule photoélectrique et s'en est suivi le développement de différentes innovations qui a positionné SICK aujourd'hui, comme vous le savez, comme un acteur majeur dans l'automatisation. Donc on voit beaucoup de cellules, mais également des scanners laser, des bimètres à ultrasons et de plus en plus des produits qui sont orientés vers l'industrie 4.0. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que SICK est un des leaders mondiaux en capteurs et en solutions de capteurs. Donc pour nous, une solution de capteur, c'est un ensemble de capteurs dans laquelle on va mettre une intelligence quelque part, ça peut être une intelligence dans une unité centrale, et on va donc répondre à des applications. Et la solution de géolocalisation n'est pas exempt de ça, c'est exactement dans le même principe. SICK, très rapidement, SICK, en bref, c'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société encore familiale avec 50 filiales dans le monde entier, plus de 10 000 employés, hein, on voit 11 000 en 2022, un chiffre d'affaires à 2 milliards, plus de 2 milliards d'euros en 2022. Et une chose très importante, c'est qu'il y a plus de 10% du chiffre d'affaires qui est investi en R&D. Donc SICK, c'est une société qui innove extrêmement et énormément. Que propose SICK? SICK propose une gamme de produits, de systèmes et aussi du service, puisqu'on intervient directement pour faire la mise en route, dans les domaines de la détection, la sécurité industrielle, l'analyse de gaz, l'identification et l'instrumentation. Avant d'aborder les avantages et les bénéfices d'une solution de localisation indoor, nous allons évoquer d'abord les grandes lignes dans lesquelles les objectifs, avec les objectifs, et on va parcourir toutes les technologies existantes pour avoir une vision de ce qu'est la géolocalisation indoor. Donc,
La géolocalisation en intérieur, c'est d'abord un procédé qui va permettre de trouver la position d'objets, de personnes, ce qu'on appelle souvent des actifs ou des assets, dans un espace interne à une structure, donc des bâtiments, des maisons. Quels sont les objectifs de la localisation dans l'industrie? On va dire qu'il y a grosso modo trois grandes familles, trois types d'objectifs. Le premier, le plus évident, c'est l'inventaire automatique d'équipements industriels, de stock, afin d'obtenir une vision globale de ce qui est présent dans, dans l'entreprise. Également, il y a l'optimisation d'équipements, l'utilisation des équipements ou des machines, de façon à ce qu'on puisse utiliser les machines les plus proches pour être beaucoup plus réactif et ou bien alerter s'il manque quelque chose, un produit à côté pour pouvoir produire. Donc c'est aussi un des objectifs, c'est donner de la transparence, utiliser les équipements. On a également au niveau transparence la localisation des travailleurs isolés. Donc, ça permet en cas d'urgence au secours d'intervenir rapidement puisqu'on sait où se trouvent les personnes. C'est un petit peu ce que l'on retrouve dans les systèmes d'alarme avec les médaillons d'alerte, par exemple. Et puis, enfin, une chose qui est un petit peu méconnue, c'est que un des gros intérêts de la géolocalisation indoor, c'est de pouvoir contribuer à optimiser le temps de fabrication d'un produit. En effet, on va le suivre tout au long de ces étapes. Et puis, s'il reste trop longtemps à un endroit, ou si par exemple le produit reste trop longtemps dans un bain de galvanoplastique, par exemple, eh bien, on va pouvoir déclencher des alertes. Et donc, on va vraiment influer sur la qualité, contrôle qualité, la production directement. Donc, sur le process d'une façon générale. Donc, quelles sont les différentes technologies de localisation en indoor? Alors, toutes ont des avantages et des inconvénients, j'ai envie de dire, et puis surtout des limites. Alors, la première technologie de localisation, c'est vraiment la localisation la plus simple, c'est le code barre. Donc, la taille d'un code barre, c'est 5 cm, on va dire. Donc, la précision, elle ne peut pas être beaucoup plus importante. Et on peut en effet traquer les équipements qui sont équipés d'un code barre à chaque fois qu'on va à différents points de l'entreprise. Dès qu'on les scanne, eh bien, on sait qu'ils sont passés par là. Donc, il y a besoin d'une infrastructure. Soit ce sont des douchettes manuelles qui vont permettre de les scanner, soit ce sont des lecteurs automatiques. Voilà, donc à différents points de l'usine, on sait où se trouve le produit. C'est ce qu'on fait notamment lors de la production sur des convoyeurs au niveau des produits. L'avantage, c'est pas très cher à installer, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut être juste devant le code barre pour pouvoir le lire, puisque c'est la visée directe. La deuxième technologie de localisation, c'est la RFID, bien entendu. Donc là, avec une précision de plus ou moins 10 cm. Donc là également, c'est à certains endroits, on positionne des lecteurs de tag RFID. On a besoin bien sûr d'une infrastructure, donc de positionner ces lecteurs un peu à droite à gauche. Et l'avantage, c'est relativement précis, c'est pas très cher, mais par contre, il y a des contraintes au niveau de l'environnement, puisque la RFID est relativement sensible à tout ce qui est métallique. Après, il y a ce qu'on appelle le BLE, le Bluetooth Low Energy, où là, la précision, c'est inférieur à 8 mètres ou 10 mètres, avec un tracking là on peut appeler continu, puisque là, on peut réellement suivre avec des balises par exemple, on peut vraiment suivre le produit qui est équipé en Bluetooth. Euh, une infrastructure, bien sûr, à mettre en place, simple à installer, mais là encore, beaucoup de sensibilité aux interférences. C'est un peu la limite de cette solution. Du WB, donc c'est ce qu'on appelle la radio large bande, une précision inférieure à 30 cm, avec un tracking continu, besoin d'une infrastructure. C'est certainement la technologie aujourd'hui la plus précise en termes de localisation. C'est aussi la plus robuste, puisqu'on est dans des environnements métalliques, ça fonctionne aussi très bien. En revanche, le petit bémol, c'est le coût, puisqu'on a quand même besoin d'une infrastructure. Et puis, bien sûr, il y a aussi le Wi-Fi. Euh, donc là, une précision plutôt de l'ordre de 20 mètres. Un tracking continu, puisqu'il y a du Wi-Fi un peu partout, souvent dans les entreprises. Donc, pas souvent besoin d'infrastructure, puisqu'elle est déjà existante. Mais le problème, c'est les interférences et puis aussi la limite industrielle, les notions de sécurité, etc., etc. Et puis le fait que ce soit partagé.
Donc, SIC, nous avons nous avons opté pour une solution robuste, industrielle, avec des coûts que l'on va maîtriser. Et donc, on a choisi ce qu'on appelle la radio large bande. Alors, notre système, le système TagLock, comme localisation de tag, il est constitué en fait d'encres, donc ce qu'on appelle des antennes, ça s'appelle des ancres, que l'on va disposer en hauteur, entre 4, 5, 6 mètres de hauteur, euh, tout dans l'entreprise. On va les relier dans un réseau PoE, donc Ethernet PoE. On va les placer intelligemment de façon en fait à couvrir tout ou partie de l'entreprise. On va disposer sur les différents actifs, les différents objets, donc que ce soit des palettes, des chariots élévateurs, des AGV, des caisses, des personnes. On va positionner des tags actifs, donc avec des piles. Ce sont des tags qui peuvent être rechargeables ou pas. Et ensuite, on va déployer donc un contrôleur qui va contrôler toute l'installation et qui va avoir différentes fonctionnalités telles que localiser, tracer, analyser les temps de parcours des équipements, contrôler si tout se passe bien, échanger également avec les ERP, les WMS, etc. Donc là, on a toute une suite logicielle qui s'appelle Asset Analytics. Voilà donc quelques exemples des screenshots de Asset Analytics. Donc on peut voir à gauche ce qu'on appelle un schéma spaghetti. Donc là, on voit par exemple en bas que les AGV ou les chariots élévateurs se concentrent beaucoup plus en bas à gauche. En haut à droite, on a ce qu'on appelle du heat map, donc les plans de chaleur. Donc les points rouges à certains endroits, ça veut dire que plus l'asset, donc plus le tag reste longtemps à cette position, plus la zone va virer du vert au rouge. Donc c'est par exemple l'illustration de bouchons, ou c'est par exemple une palette qui est restée au même endroit et on l'a oubliée, elle va devenir rouge, de plus en plus rouge, et donc là on pourra avertir quelqu'un d'aller chercher la palette. Bien sûr, on a quelques rapports également disponibles, donc des rapports de temps de parcours ou sinon des rapports de temps de présence, etc., qui sont automatiquement générés. Et également, bien sûr, toutes les positions, etc., peuvent être renvoyées vers d'autres systèmes pour des exploitations ou des dashboards différents. Donc, le système Taglock, c'est un élément clé dans beaucoup d'applications. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de la transparence, de process, euh, de l'inventaire. En fait, on va le retrouver dans de nombreuses applications, nombreux processus de fabrication, de chaîne d'approvisionnement. Et on va donc contribuer à ce qu'on appelle la transformation numérique de l'usine de trois façons différentes. Donc, pour plus de visibilité, on peut l'utiliser uniquement en autonome. C'est le cas par exemple d'applications telles que le suivi d'un chariot élévateur à fourche, un petit transporteur de charge, le suivi de biens de production à haute valeur ajoutée et à temps critique. Pour plus de transparence et de prévisibilité, on va faire l'analyse de la position des informations provenant d'autres systèmes. C'est le cas par exemple d'applications telles que la prévention de collision, l'optimisation de l'usure des actifs, la détection d'anomalies dans les process, le e-Kanban, la traçabilité des données, les flottes automatisées. Bref, énormément d'applications qui vont rendre transparent et prévisible ce qui se passe dans l'entreprise. Et bien sûr, la partie contrôle sur les processus, donc dans ces cas-là, on va utiliser les données directement au niveau de l'informatique d'entreprise. Dans ce cas, on va parler d'intégration directement dans le RP, dans le MES, et ça va contribuer en fait à ce qu'on appelle l'analyse ABC, pour ceux qui connaissent ces principes logistiques, c'est-à-dire la valeur des stocks en fonction de leur importance. On va pouvoir également avoir ce qu'on appelle le reslotting, c'est optimiser les emplacements dans l'entrepôt ou la réservation aussi automatisée. Au final, je dirais que toutes ces données, ces informations pertinentes sont disponibles pour en fait créer ce qu'on appelle un jumeau numérique.
je dirais une donnée qui est très, très connue dans l'industrie 4.0. Alors, l'expression des besoins, en fait, au départ, la demande, quand on a des demandes pour s'équiper d'un système de localisation, c'est jamais formulé aussi directement. C'est tout d'abord un besoin qui est exprimé et ensuite on l'analyse. Alors, je vais prendre quelques exemples. Un des exemples, on souhaite vérifier dans une zone de travail qu'il n'y a pas un travailleur qui s'y trouve avant de démarrer un process. Ça, c'est des questions que l'on a. Ça va être par exemple, nos îlots machines sont déplacés plusieurs fois par an en fonction de l'organisation de la production. Hein, on peut imaginer, on produit un type de produit pendant 6 mois, puis après on doit tout réorganiser pour produire un autre type qui n'a rien à voir, un autre type de produit. Et là, cela nous amène en permanence à repenser donc les parcours des AGV, les chariots semi-automatisés et tous les types de transports, même les caisses qui sont poussées par des gens. Donc là, on aimerait connaître, analyser les trajets pour bien comprendre ce qui se passe et faire un petit peu du prédictif, hein, et mieux repenser tout ça. Un autre cas, c'est par exemple quand on veut être réactif, on veut gérer le parc machine ou autre. On a besoin, par exemple, ici, là, ce qu'on veut gérer, c'est des chargeurs à fourche, des gerbeurs, des véhicules de service, bref, des choses qui n'ont pas forcément euh, de lien entre elles, mais on veut suivre tout ça. Également, par exemple, nous souhaitons augmenter notre capacité d'expédition en assurant un suivi des produits finis de la production vers les entrepôts d'expédition, puis de la préparation de commandes jusqu'au transfert dans les camions. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Pour les gens, on fait un produit, on le fabrique, donc on sait à peu près ce qui se passe. Et puis après, une fois qu'il est fabriqué, il se balade dans l'usine, il doit aller jusqu'au niveau d'expédition, et puis on veut savoir ce qui se passe, quoi. Donc les gens se disent, là, il nous faut de la localisation. Enfin, ça c'est un cas très classique, on perd des palettes plusieurs fois par jour. Elles n'ont pas été rangées au bon emplacement, l'emplacement n'a pas été scanné, on gère 1 millier de palettes et ce problème peut monopoliser ou mobiliser une personne pendant une journée entière. Donc bien sûr, c'est une perte de production. Voilà, donc ces exemples-là, ben, derrière, il va falloir y répondre. Alors, euh, oui, solution de localisation, ok, mais combien ça coûte? Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, quelques indications budgétaires pour comprendre qu'on ne gère pas non plus, ce ne sont pas des solutions à 10 euros, bien entendu. Il y a un coût. Euh, Par exemple, on va gérer un entrepôt de 400 mètres carrés à peu près, on est dans les 20 000 euros, hein. Alors, ce sont des configurations, des budgets vraiment grossiers, mais ça permet de voir, si vous voulez, que si on veut, par exemple, automatiser un train dans un centre de tri qui fait 1200 mètres carrés, on peut se dire que si on va suivre 25 produits, 25 tags, euh, on a besoin de 8 encres, par exemple, d'un contrôleur, etc. On est dans les 30 000 euros. Et au fur et à mesure, on peut voir qu'on va avoir des solutions qui vont en moyenne être entre 20 000 et 120 000 euros. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire comment ça se passe au niveau du matériel, au niveau de la mise en service et les coûts que ça a. Donc, il faut bien réfléchir avant d'investir dans une solution de localisation. Donc, les questions majeures qui se posent, c'est comment définir la rentabilité d'un système de localisation indoor et quels indicateurs à utiliser pour évaluer la performance d'un système de localisation indoor. Euh, Donc, comme on décide d'investir financièrement, dans quel cas y a-t-il intérêt à l'utiliser et le retour sur investissement? Donc, jusqu'où aller? Pour ça, on va prendre dans cet exemple-là, euh, c'est un process de fabrication d'un produit, donc jusqu'à son emballage et sa mise en carton. Donc, dans ces cas-là, la traçabilité et la localisation sont sur convoyeur. Donc, c'est toujours assuré grâce à des lecteurs de code barre ou des RFID qui sont positionnés sur le convoyeur. C'est un petit peu ce qu'on a vu au tout début.
Là, donc ici, il n'y a pas besoin de disposer d'un système précis de localisation jusqu'à différentes étapes. Le bac et les produits sont toujours tracés. Donc là, ce n'est pas forcément nécessaire, bien entendu. Deuxième exemple, là, on veut suivre les palettes, donc on a un déploiement d'entrepôts automatisés avec des transstockeurs intelligents sur convoyeur. Donc dans ces cas-là, les palettes, on sait tout au long du trajet où elles se trouvent. Là également, il n'y a pas forcément besoin de sortir toute la panoplie d'un système de localisation supplémentaire. En fait, euh, la localisation, dans les rayonnages automatisés, les emplacements des assets sont connus, hein. Mais c'est principalement en zone ouverte, c'est ce qu'on voit en bas. Un système de localisation devient intéressant et même quasiment nécessaire. Donc c'est une zone où vont cohabiter des AGV, des chariots élévateurs, des préparateurs de commandes. Et donc, il y a une gestion qui implique souvent une perte d'efficacité, des pertes de temps, des bouchons. Donc, grâce au système de localisation indoor, ça va permettre de documenter automatiquement les processus manuels. Donc, par exemple, on a déposé quelque chose ici ou c'est parti à tel endroit. Et donc, on va réduire considérablement tout ce qui est activité de recherche de palettes, de recherche d'outils, etc. Donc, c'est vraiment la zone ouverte où ça devient très, très intéressant. Mais c'est également la même chose pour la logistique de production, où on souhaite tracer tous les composants, par exemple, de fabrication. Donc là, c'est plus la logistique, c'est la production, mais c'est la même chose. Et comme on le sait, c'est l'industrie de demain, ce sera les stocks aujourd'hui sont numérisés et ils seront complètement localisés en temps réel demain pour trouver rapidement une pièce, répondre à la demande d'un produit personnalisé. Donc, dans ce cas, le système de localisation ici, il contribue à améliorer la performance de la supply chain, ou ce qu'on appelle le lean manufacturing. Et donc là, on est vraiment dans l'industrie 4.0, puisqu'on doit produire en taille de lot 1, ce qu'on appelle en taille de lot 1. Bien, donc on va essayer de voir la rentabilité, le retour sur investissement grâce à des exemples. Alors, on va prendre un premier exemple. Dans ce premier exemple, dans un site de production équipé d'AGV, ceux-ci, normalement, ils sont localisés, ils ont un système embarqué, ils se localisent eux-mêmes, ils transmettent leur position au système de gestion de flotte du fabricant qui optimise les trajets. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de système de localisation. Par contre, la situation devient très compliquée lorsque dans le site en question vont se côtoyer des moyens de transport hétérogènes, par exemple des AGV multimarques, des chariots élévateurs, des wagons qui sont poussés par des hommes, etc. Et dans ce cas-là, une mauvaise gestion conduit à des bouchons, des temps d'attente des AGV, et ça devient très difficile d'optimiser les itinéraires des véhicules industriels et donc d'utiliser efficacement les ressources humaines et matérielles, bien entendu. Donc, grâce au système Taglock, euh, ça va permettre de comprendre, d'analyser les temps d'attente, de repenser l'organisation dans l'entreprise. Donc, est-ce que c'est rentable et dans quel cas c'est rentable? Alors, pour ça, on peut faire un petit calcul financier simple qui montre les conséquences du retour sur investissement. Euh, Selon l'estimation d'un retour sur investissement d'un fabricant d'AGV, si on considère que l'AGV travaille en 2,8, puisqu'il faut quand même le temps qu'il se recharge, sur 12 mois, qui est un temps moyen, et un ROI de 72 000 euros, c'est à peu près le prix d'un AGV, alors bien sûr, il y a moins, il y a plus, tout est discutable. Eh bien, à partir du moment où il y a une heure d'attente, ça nous fait perdre 12 euros. On dirait c'est pas beaucoup, 12 euros par jour, pourquoi pas. Mais si on dit qu'un AGV, il perd sur les 16 heures, 2 heures sur 16 heures, déjà, à cause des ralentissements, des bouchons, etc., ça génère une perte déjà de 9 000 euros par an. 9 000 euros par an, c'est-à-dire 10% du prix quoi, de l'AGV. Donc, pour un AGV, c'est peut-être pas intéressant, mais par contre, dès qu'on est à 5 ou 10 AGV, 10 véhicules en fait, il ne faut pas prendre que les AGV, 10 véhicules différents, donc des cartes, des chariots, etc. On voit que finalement, ça devient rentable à ce moment-là. Un deuxième
Alors, euh, donc là, on a vu un premier cas, j'ai envie de dire. Euh, on va dire que, il y a quand même il y a des points faibles multiples. Par exemple, les informations en temps réel qui ne sont pas disponibles. L'utilisation des courses de lait. Par exemple, les courses de lait, ce sont les concepts logistiques qui permettent de fournir du matériel uniquement sur les besoins. Euh, le but d'un système de localisation, c'est d'apporter donc de la transparence, comme je l'ai dit. Et on va parler maintenant indicateurs. En fait, les indicateurs, on va dire, il y a du quantitatif et du qualitatif. Un système Taglog permet d'éliminer les pertes de temps non productives et de réduire le délai global de 20%. Ça veut dire que les recherches sont réduites, en fait, car les processus sont numériques et le temps de recherche peut passer de 45 minutes en moyenne à 15 minutes. Donc, il y a une baisse de 66%. Donc, le temps de recherche, on l'estime aujourd'hui à 66% grâce à un système de géolocalisation indoor. Au niveau qualitatif, bien sûr, je vous ai dit, il y a de l'inventaire, donc on a des audits rationalisés, beaucoup plus rapides. Et bien sûr, on peut aussi optimiser les process avec une meilleure qualité de production, bien entendu, puisqu'on sait que, par exemple, un produit est resté pas trop longtemps dans un bain et donc on sait que la qualité sera bonne. Alors, l'exemple 2, c'est le parcours de la palette. Donc là, en fait, le parcours d'une palette, j'ai envie de dire, comment trouver des sources d'économie. Alors, grâce à l'automatisation, il est possible d'intervenir à différents endroits de la supply chain. Donc, ici, on a quatre endroits, quatre possibilités, un, 2, 3, 4. L'identification, le contenu, la consignation, la localisation temps réel. Donc, on va prendre ces quatre moyens pour automatiser le traitement d'une palette dans la supply chain. Et on va voir quel retour sur investissement on peut en attendre. Premier cas de figure, lorsqu'une palette arrive ou quitte un site, ce qu'il faut, c'est l'identifier, archiver, on va dire, sa carte de visite. Hein, c'est ce qu'on appelle le code palette, le SSCC pour les puristes. Alors, ça peut se faire soit avec un PDA, soit avec une douchette. Mais quand le site traite plusieurs centaines de palettes par jour, ça veut dire qu'il faut monopoliser quasiment une personne à temps plein. Et bien entendu, donc, il faut payer la personne. Donc, un coût humain qui n'est pas négligeable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut disposer des systèmes de lecture automatique de code. Ça, c'est une grande spécialité de SICK. Et ça évite de la perte de temps en lecture manuelle. Ça permet de localiser aussi ponctuellement la palette dans une zone où il y a en effet un intérêt. Dans ces cas-là, le retour sur investissement, ben, c'est en fonction du gain de temps et de l'augmentation du nombre de palettes qu'on peut traiter par jour, j'ai envie de dire. Donc, pour une usine ou un entrepôt avec un nombre de palettes par jour très faible, quelques dizaines, la lecture manuelle peut rester suffisante. Mais au-delà, c'est intéressant de mettre un système de lecture automatique. Dans le parcours de la palette, ensuite, la deuxième étape, c'est lire automatiquement tout ce qu'il y a sur la palette. Donc, la palette est identifiée par exemple par un code barre et on veut savoir tout ce qui se passe. Donc, l'avantage d'un système de lecture RFID automatique, donc SIG fait des systèmes, hein, comme je l'ai dit, ça s'appelle chez nous par exemple le système RFGS à droite. On va identifier rapidement, automatiquement, et de façon transparente, tout ce qu'il y a sur la palette. Donc, on va tracer en temps réel, ça va être très très rapide, et on va le localiser ponctuellement dans la zone. Le ROI, bien entendu, encore une fois, là, on n'a plus besoin d'une personne qui va essayer de scanner avec un lecteur RFID tout ce qui se passe. On va enregistrer les informations qui ne sont pas visibles, puisque les tags peuvent être dans des cartons les cartons sont sur les palettes. On va faire ça en une fois, et donc on va augmenter le flux palette. Ensuite, on est au niveau de l'étape numéro 3. Donc là, c'est une étape un petit peu, j'ai envie de dire, hein, qui sort peut-être un petit peu du sujet, mais c'est quelque chose de très, très intéressant. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le système PAX, donc palette classification système. C'est un système qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui classifie automatiquement les palettes qui arrivent lors de la réception des marchandises. En effet, il faut savoir que en identifiant la palette, en lisant le code palette, on profite également pour mieux gérer la consignation et donc de ne pas perdre de l'argent, puisqu'une palette consignée, c'est quand même rapidement 10 € ou 20 €.
Donc, ça permet de faire le tri entre les palettes jetables, les palettes consignées, et on a donc une meilleure transparence dans la gestion des palettes pour optimiser et réduire les coûts pour le chargeur. Donc, ça peut être un industriel, un centre de distribution logistique, un collecteur de palettes également. Les palettes consignées peuvent être utilisées plusieurs fois, c'est-à-dire 3 à 5, donc on peut les réutiliser. Et donc, ça permet de réduire vraiment ce coût, l'investissement financier en achat de palettes et aussi en faisant supporter une partie des coûts au client final. Donc, pour ça, on va prendre un exemple concret, un exemple réel, même, je dirais, que l'on connaît, nous, dans un entrepôt. Euh, pour comprendre la valeur financière, un centre qui reçoit 600 palettes par jour, dont 40% sont consignées, ça génère ou ça gère en fait une facturation de 800 000 euros. Hein, donc, c'est 800 000 euros qui vivotent. Et donc, c'est vraiment important, quand on a ça en tête, de se dire, ben, finalement, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas laisser des palettes dormir quelque part, parce que c'est vraiment de l'argent qui dort. Hein. Enfin, ben, la perte au niveau 4, donc la localisation. Donc, pourquoi c'est important de savoir où se trouvent les choses en temps réel? Pour bien le comprendre, on va, on va prendre différents indicateurs. Par exemple, la perte de temps. Bon, là, on en a parlé tout à l'heure. Pour rechercher une palette en zone ouverte, ça dure, on va dire, en moyenne, c'est 15 minutes avec un système de localisation et 45 minutes sans un système de localisation. D'accord? Donc, on gagne déjà du temps. Mais quand on parle process, par exemple, dès qu'on a un composant qui manque, ça peut générer des pertes de production. Alors, les pertes de production, elles ont été estimées par une étude de SenseEye en 2021. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction, si on est dans l'automobile ou dans les biens de la grande consommation, l'industrie lourde de pétrole, de gaz, on voit on a des coûts qui sont extrêmement importants. Bon, 1 million dans l'automobile, pas très surprenant. 19 000, enfin 20 000 euros, on va dire, dans la grande consommation. L'industrie lourde, 157 000 euros. Et si vous vous souvenez des indications budgétaires d'un système de localisation, on voit que si on s'y prend bien, ça peut être très très vite rentabilisé pour éviter un arrêt machine. La moyenne, hein, c'est bon, c'est du 100 000 euros de l'heure, donc vous voyez, c'est quasiment le prix en fait d'un beau système de localisation Taglock. Donc, comment concevoir une solution de géolocalisation efficace avec le système Taglock? Jusqu'où aller? Quelle stratégie de localisation faut-il adopter? Alors, le système Taglock, en fait, pour localiser une palette, par exemple, en temps réel, on peut se poser la question, quelle est la meilleure stratégie pour la localiser? Alors, on peut utiliser ce qu'on appelle le mode géozone, le mode zone, c'est-à-dire que, bah, en fait, on va mettre une antenne quelque part et puis on se dit, enfin, dans un endroit, c'est par exemple une pièce de 5 mètres par 6, ça nous suffit, on sait qu'elle est là, on n'a pas besoin de savoir précisément au centimètre près où c'est, ça peut être largement suffisant. Et puis, on a le mode position absolue, où là, la position de la palette doit être connue à plus ou moins 30 centimètres. Donc, avec ces deux modes-là, ben, on va jouer. Alors, les deux l'un peuvent être combinés ensemble, comme on peut décider de choisir plutôt le mode géozone ou absolu. L'infrastructure, en zone ouverte, donc, on va chercher quand même à rationaliser l'installation du système en fonction des besoins réels. Donc, on analyse le site et la question de l'infrastructure est nécessaire. Donc, souvent, SIG vous accompagne. Hein, on peut faire des audits, on peut discuter, voir le site, etc., pour voir quelles sont les meilleures configurations possibles. On peut combiner des modes de localisation, par exemple, comme je l'ai dit, bon, si on a besoin d'une détection de présence uniquement, on sait que c'est présent dans des bureaux, on n'aura qu'un seul point d'ancrage. Si on a des allées d'entrepôt, ben dans ces cas-là, c'est suffisamment étroit, on n'a pas besoin de savoir en XY où se trouve le produit, la palette. Dans ces cas-là, on peut envisager d'avoir seulement un axe X, de sorte qu'on sait exactement où ça se trouve dans l'allée. Alors, c'est à 30 centimètres près, on le sait.
On sait, par exemple, sur une ligne, hein, sur une règle graduée, j'ai envie de dire de 30 centimètres près, on sait où c'est, mais on ne sait pas à gauche ou à droite où il se trouvera exactement. Mais ça peut être largement suffisant. Et puis, bien entendu, si on veut avoir en zone ouverte une localisation hyper précise, eh bien, dans ces cas-là, on va mettre euh, différentes encres, hein, des encres, ce qu'on appelle des omnidirectionnels, donc qui vont regarder à 360 degrés ce qui se passe, des encres monodirectionnelles mais extrêmement puissantes. Bref, on va construire ce réseau maillé. Donc là, c'est aussi notre savoir-faire de vous assister, de vous aider pour faire ce genre de choses. Alors, la localisation directe, c'est une solution simple qui consiste à équiper tous les assets de tag UWB. Alors, bien entendu, ça ne convient pas à des petits produits comme, par exemple, je dirais des boîtes de médicaments, des boîtes de conserve ou autres, bien entendu. Ça va servir pour analyser des trajets, ce qui se passe au niveau d'actifs, hein, d'assets importants, hein, je dirais les palettes, euh, les AGV, etc., les chariots élévateurs. Dans le cas de la palette, par exemple, on peut aussi décider d'équiper celle-ci en entrée de site, et puis on enlève le tag lorsqu'elle quitte le site. Donc ça, c'est une possibilité. Même si je dirais, on la stocke, puisque la durée d'émission, de position du tag est très longue. Donc le tag, lui, à partir du moment où il ne bouge pas, il ne va pas consommer sa batterie. Donc on peut laisser la palette quelque part, et puis dès qu'on la bouge à nouveau, via le tag, lui va émettre directement une information vers les encres, vers le système. On va la récupérer, puis on va suivre tout le trajet. Donc bien sûr, le prix de la solution, ça augmente en fonction du nombre de palettes. Le retour sur investissement, c'est à analyser en fonction du site. Est-ce la bonne méthode? Des fois oui, des fois non. Donc, on va parler de la solution, qu'on appelle une solution de localisation indirecte. En fait, on va fusionner des données de position grâce au tag radio avec d'autres informations d'identification. Par exemple, un code barre, un D, un code data matrix 2D ou un identifiant de tag RFID. Deux types d'applications, par exemple le chariot à fourche. Donc lui, on le localise en permanence grâce à un tag UWB qui est embarqué. Ce chariot est équipé d'une passerelle IoT. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le TDC, ça s'appelle le TDC, et d'un lecteur RFID. Ce dernier, le lecteur RFID, va lire le tag qui est présent sur la palette et automatiquement, on va faire une association entre la palette et le chariot tout au long de son déplacement. Donc, en suivant le chariot, indirectement, on suit la palette. Lorsque le chariot dépose la palette, donc dans ces cas-là, il y a dissociation et on enregistre la position de la palette. L'autre application, j'ai envie de dire, c'est l'utilisation d'une douchette, donc une douchette manuelle, sur laquelle on a fixé un tag UWB. Et lorsque le code barre ou le QR code, par exemple, est scanné, on associe la position de la douchette avec le code barre. Et on enregistre ces informations dans le logiciel Asset Analytics. Donc, c'est une autre façon aussi de gérer les palettes, par exemple. Question que l'on se pose, comment un système de géolocalisation contribue à améliorer aussi un process industriel? Donc ça, il faut savoir que la souplesse, le système Taglock permet aussi de s'adapter à ce type d'application. Exemple 3, un flux de production en galvanoplastie. Donc là, c'est une installation donc, qui est réelle. On peut voir dans les bulles rouges des antennes, des encres qui ont été positionnées de façon à couvrir en fait tout l'atelier, tout l'entrepôt. Et on peut voir à droite donc des outils qui sont équipés de tags bleus, les tags UWB. Donc on va suivre en fait ces outils au fur et à mesure du process. Comment ça se passe? À chaque étape du process, on va créer un événement. Alors, si des gens sont informaticiens, on va créer ce qu'on appelle, on utilise toujours des technologies informatiques modernes hein, dans le Taglock. On utilise ce qu'on appelle des webhooks. Et donc, on va générer donc des rapports en analysant les temps d'attente dans les bains. On va alerter sur seuil, mais également, on va faire du comptage de pièces. On va également dire, tiens, ça y est, le produit est arrivé à telle étape.
on va orienter, et ça va nous permettre aussi d'orienter l'utilisateur en disant, en générant un événement et en lui disant maintenant, il faut que tu ailles vers le bain numéro 4 ou numéro 5. Voilà. Donc, en fait, en suivant, on va contribuer à vraiment faire du contrôle qualité et à générer du reporting. Alors, dans ce process, quel est le retour d'expérience, les avantages que le client a vus? D'abord, la visibilité, c'est évident, on améliore la qualité. Le bon objet est-il dans le bon bain? L'objet est-il resté assez longtemps ou trop longtemps dans le bain? Donc là, on contrôle encore la qualité. Et quel est le prochain bain vers lequel le matériau devrait être déplacé? Et puis, la transparence, bien entendu, donc des rapports. Donc automatiquement, ça nous permet de générer des rapports, le temps de présence dans le bain, la séquence correcte des étapes du process, puisqu'on a tracé le produit, on sait si quelqu'un s'est trompé ou pas. On peut générer, bien sûr, on voit les temps de production, hein, et puis on peut faire du prévisionnel sur les temps de production moyens. Ça, c'est un retour réel client sur l'intérêt du Taglock. Ensuite, exemple 4, donc dans ces cas-là, on monte d'un niveau, c'est-à-dire que toutes les informations du Taglock en fait sont remontées vers un ERP, hein, donc un VMS, un WMS, un ERP, et on parle d'ici d'SAP. Pourquoi SAP? Tout simplement parce qu'on a une interface qui a été créée, qui est certifiée par SAP. Et donc, grâce aux informations, l'ERP peut déclencher des actions telles que des commandes automatiques, des ordres d'expédition, etc. Donc, on a eu un award également, enfin, on a été dans les nominés, j'ai envie de dire, au niveau de cette solution qui s'appelle SmartLog. Voilà. Donc, de cet exemple-là, d'ailleurs, le Smart Log, ça a été intégré, il faut savoir, au sein de nos usines en Allemagne, puisque nous, on est industrie 4.0 au niveau de notre production. On utilise le Taglog depuis maintenant plusieurs années. Donc, j'ai envie de dire, là, les cordonniers sont bien chaussés. Euh, donc, qu'est-ce que l'on fait en fait, nous, on a dans des stations de picking, dans notre centre logistique de Waldkirch, on prend les éléments, on les amène notamment dans nos usines de production. Et puis ensuite, on les renvoie ensuite vers le centre logistique, d'autres centres logistiques également, de façon à pouvoir servir nos clients à travers le monde. Donc, bien sûr, visibilité, transparence des flux. Euh, Donner quelques chiffres, c'est important quand même. Euh, les avantages, on a investi 300 000 euros, hein, avec un amortissement calculé sur 5 ans. On a très vite vu qu'on gagnait déjà 1 heure dans nos process, hein, dans tout ce qui était recherche, dans nos process par jour. Donc 1 heure, c'est énorme en fait, hein. Derrière, il y a beaucoup de conséquences. Et puis également, ça c'est une particularité, on a aussi des outils pour faire de la localisation outdoor avec une passerelle GPS. Et donc, ça nous a permis également de suivre nos produits, même lorsqu'ils quittaient une usine pour aller vers une autre usine. On pouvait, puisque c'est notre parc de camions, suivre facilement en fait le trajet des camions entre les usines et d'avoir une traçabilité complète du produit depuis sa production jusqu'à son expédition vers le client. Eh bien, il me reste à vous remercier. Puis, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter nos commerciaux ou à me contacter directement. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci. Au revoir.